c'est l'ouverture de la semaine nationale, comme c'était mentionné tantôt. Et puis, bon, ben, on fête ça à Longueuil cette année. Avec vous. Ce que je veux vous présenter, c'est une expérience de chemin de renaissance. Je dirais que la justice réparatrice est d'abord et avant tout un chemin de renaissance pour ceux et celles qui viennent participer à ce qu'on offre comme service et comme atelier. Avant de vous expliquer un peu tout ça, je voudrais vous montrer ici un vase qui illustre fort bien ce qu'on veut faire en justice réparatrice, à tout le moins au centre de justice réparatrice, où nous participons depuis 20 ans à offrir certains services. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, ce vase a été brisé, hein, il a été recollé, assez joliment d'ailleurs, avec une dorure. Alors, il faut s'imaginer qu'il y a eu un acte de violence, là, hein. Ce vase a été d'abord brisé, mais en même temps, il y a quelqu'un qui a aidé à le réparer. On ne peut pas ignorer que ce vase-là a subi une fracture, mais on peut quand même remarquer qu'il est revenu à sa forme initiale avec une certaine autre beauté. Je pourrais vous dire qu'en gros, la justice réparatrice tente de faire cela avec les personnes qui viennent nous rencontrer. Voilà. Je vais vous dire en quelques mots la justice réparatrice par rapport à la justice des tribunaux, la justice qui est pratiquée habituellement. Alors, rapidement, on comprend bien que la justice des tribunaux, hein, ça se passe entre des avocats et puis des juges dans un tribunal. La justice réparatrice, les principaux acteurs, c'est l'agresseur qui a commis un crime et la personne qui en a été victime. Et à ces deux-là, on ajoute un citoyen ou une citoyenne qui a été affecté par l'événement. Et en justice réparatrice, au centre de service de justice réparatrice, nous, on s'adresse à des agresseurs qui ont subi, qui ont écopé de longues peines, 2 ans et plus de peine pour un crime grave, donc associé au code criminel. Alors, là, vous comprendrez qu'il peut y avoir des gens qui ont fait des vols armés, qui ont commis des meurtres, qui ont fait des viols, qui ont commis l'inceste, etc. Alors donc, c'est une formule qui s'adresse à des agresseurs qui ont commis des choses très graves dans la société. Vous comprendrez que les conséquences sur les personnes qui en ont été victimes sont aussi très graves. Alors, on les invite, nous, ensemble, dans un certain dialogue pour qu'ils essayent de se réparer ensemble. C'est sûr qu'on a une immense préoccupation. Il y a 2-3 filtres qu'on met en place. D'abord, pour le téléphone, d'abord, hein? Les gens qui nous disent, ben là, puis des fois, on va dire comme ça peut être délicat et difficile pour les personnes de venir se dire j'ai besoin d'aide. Alors, c'est arrivé parfois que je vous appelle ma belle-sœur. Ma belle-sœur, elle a besoin d'aide. Puis, 10 minutes après, la personne qui a pris le téléphone, elle comprend que c'est la personne elle-même qui cherche de l'aide. Alors ça, nous avons quand même une coordonnatrice qui est à plein temps, 4 jours semaine, qui, elle, vraiment est spécialisée pour un premier accompagnement. Et parfois, des personnes qu'on ne sent pas prêtes, on va recommander d'aller chercher de l'aide dans des organismes communautaires. Il y en a beaucoup de ça. Ou encore chez un thérapeute. On sait un certain nombre, on connaît maintenant, qui viennent en aide à des personnes comme ça. Alors donc, un premier étape d'évaluation. La deuxième, c'est de regarder si cette personne-là, son histoire, peut correspondre à celle d'un détenu. Alors là aussi, on a des listes d'attente parce que vous comprenez que le type de crime, c'est une chose, mais aussi, il peut y avoir énormément de conditions qui vont rendre le face-à-face particulièrement réussi. À quel âge le meurtre a été commis, à quel âge l'acte criminel a été commis, hein, dans quelles circonstances. Si on s'aperçoit que les deux personnes ont des histoires qui se rapprochent, là, on pense qu'il y a un jumelage possible. L'autre étape qu'on franchit, quand je vous disais qu'il y avait des bénévoles,
les deux animateurs hommes-femmes dont je vous parlais, qui m'ont aidé la démarche dans le groupe des 5, là, quand je dis groupe, c'est parce qu'il y a vraiment un cercle. On travaille en cercle. Alors là, il va y avoir une deuxième entrevue individuelle pour que les deux animateurs qui vont mener les 3 rencontres voient un peu si les personnes sont capables de s'exprimer comme il faut, s'ils sont capables, je dirais, de ressentir aussi certaines émotions sans être complètement perdus là-dedans. Et quand on voit que tout ça est bien réuni, alors là, on pense que c'est possible. Alors, la plupart du temps, ces rencontres-là étant si bien préparées, ça fonctionne bien. Mais comme je vous dis, quand on sent, puis pour certains détenus aussi, bon, c'est parce que en prison, c'est pas tout le monde qui accepte la justice réparatrice. Mais pour certains détenus, ça serait une bonne affaire, ça va te bien m'aider dans mon dossier. Mais non, parce que dans le fond, on vous l'ai dit, les peines ont déjà été fixées et c'est confidentiel. Il n'y a rien de ce qu'on fait qui va remonter dans leur dossier. C'est certain que les gardiens vont me dire qu'est-ce que vous avez fait. Depuis quelques mois, il a bien changé dans mon fonctionnement, il est moins agressif avec les autres. Mais il y a déjà quelque chose qui se perçoit là. Mais autrement, non, ça ne sert pas à ça. De sorte que pour certains d'entre eux, des fois, on les écoute. On a d'autres ateliers qu'on peut vous offrir là, sur les chemins de la réparation, 7 belles soirées qui les font réfléchir à éventuellement venir faire le face-à-face dans les 3 soirs, en rencontre vis-à-vis d'une personne semblable. Alors c'est un peu ce symbole-là. Les gens vont se réparer ensemble. Et comment est-ce que ça se fait, en gros, parce que là, je vais aller assez rapidement, j'irai à vos questions qui viennent. Le centre de service de justice réparatrice, il y a une formule typique à lui, parce qu'il y a toutes sortes de formes de justice réparatrice aujourd'hui dans notre société. Depuis une vingtaine d'années, ça se multiplie les initiatives. Et nous, c'est la rencontre de détenus avec une victime d'un crime apparenté. Ce n'est pas l'agresseur avec sa propre victime directe. Mais l'expérience qu'on a, d'ailleurs, et même pour en témoigner, je dirais que c'est aussi fort que si c'était la rencontre directe. Donc, des rencontres entre un agresseur, une victime, et un citoyen qui est capable d'aider ces personnes-là à comprendre que dans une communauté, il y a quelque chose de dérangé quand un crime vient, que ce soit dans la famille proche, que ce soit dans le quartier, que ce soit au travail, que ce soit même dans les loisirs. Quand il arrive un vol à main armée, on sait que dans le quartier, comme là, comme les jeunes de Montréal, là, je veux dire, même si ce n'est pas dans notre quartier précisément, je dis, mon Dieu, est-ce qu'il va être tranquille d'aller se promener maintenant à Montréal ou dans un parc ici et là? Bon, cette situation-là, elle est à la fois très simple et un peu délicate pour le citoyen qui y vient. C'est que, dans le fond, nous autres, on trouve qu'il joue un rôle symbolique très fort. À certaines occasions, le citoyen aurait pu intervenir pour que l'acte ne se pose pas. Il y a des témoignages qu'on a eus, il y a une personne qui a été violée, elle a dit, j'ai bien vu quelqu'un qui s'est sauvé, là, plutôt que d'essayer d'empêcher que l'acte se pose. Alors, à ce moment-là, ben, il y a le citoyen qui n'a pas agi, mais aussi la victime qui a perdu confiance à son entourage. Alors, c'est pour essayer que ces personnes-là viennent questionner autant l'agresseur que la victime, en disant, écoutez, quand vous posez tel geste, ou qu'est-ce que c'est que ça fait pour vous, ou quand est-ce que vous allez maintenant sortir de là, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et donc, là, il y a une certaine assurance, une certaine sécurité sociale qui peut tranquillement se bâtir. Si vous voyez bien qu'en sortir de ces rencontres-là, le détenu a accepté sa responsabilité, a fait des efforts immenses pour se confier et décide de partir avec un état d'esprit plutôt pour aller vers la réparation que l'agression. Bon, l'exemple que je peux vous donner là-dessus, c'est un citoyen qui, à la toute fin, était tellement touché par ce qui se passait, puis il dit, bon, ben écoutez, monsieur, le jour où vous deviendriez mon voisin, ben, vous serez le bienvenu dans mon quartier, puis je ferai même peine de vous inviter chez moi. Alors, voyez-vous, c'est difficile à expliquer, mais le niveau d'estime que ce détenu-là a reçu, c'est énorme.
Puis ça, c'est pas facile, même en thérapie, d'avoir de ces échanges-là qui vont produire des effets aussi bénéfiques que ça. Tout ce que nous faisons au Centre de service de justice séparatrice, dans les rencontres face à face, c'est fait par des bénévoles. Ça aussi, ça a un gros impact sur un détenu et sur une victime. Pourquoi tu donnes tant de temps pour bien t'occuper de moi? Hein? Quand il y a eu un crime, des fois, il y a des personnes qui n'auraient pas intervenir pour aider, ils ne l'ont pas fait. On ne cherche pas des conditions d'une formation particulière pour un citoyen. Excepté qu'on va lui donner une certaine formation. On va l'encadrer un peu avec une approche qu'on dit, écoutez, quel c'est ton rôle? Parce que son rôle, c'est pas de raconter son histoire à lui, c'est d'être très, très à l'écoute de ce qui se passe, d'essayer de leur envoyer un peu de feedback, puis de les encourager dans leur démarche. Alors, il y a une formation qui est donnée, et puis pour ce faire, écoutez, ceux qui puis là, ça fait 20 ans, là, je commence à être connu. Ça fait que, bon, il y a plusieurs personnes qui donnent leur nom, on a des listes d'attente, puis on les forme, puis on les prépare à ça. D'ailleurs, ça fait partie du processus de formation de nos animateurs et animatrices. Parce que là, je n'ai pas le temps de parler beaucoup, mais vous comprendrez que ceux qui font ça, comme on dit souvent entre nous, c'est pas un bénévolat ordinaire que de faire ça. Hein? Entrer en prison d'abord, puis faire face à des situations dramatiques, très prenantes, c'est pas si simple que ça. De sorte que le citoyen, c'est la chaise qu'un futur animateur va commencer à utiliser, peut-être même 2-3 fois, pour voir un peu s'il va être à l'aise après ça pour faire de la coordination en direct. Voilà. Donc, ces personnes-là vont être entourées de 2 animateurs qui s'appellent les 2 animateurs, hommes et femmes, et vont se rencontrer dans l'espace de 3 soirées dans une formule qu'on appelle le face-à-face. Ça, c'est particulier à nous. Alors donc, vous voyez, il y a un groupe de 5 personnes qui vont se réunir à 3 reprises, plus ou moins pendant 3 heures, habituellement en établissement pénitentiaire. Alors vous comprendrez que là aussi, hein, il y a toute une préparation nécessaire pour que les personnes se sentent en sécurité, se sentent aussi reçues en toute confidentialité pour que les échanges soient vraiment profitables aux uns et aux autres. Alors donc, 3 soirées où on va les aider à parcourir 3 étapes. S'il vous plaît, d'abord, le récit des événements. Vous, comme agresseur, quel crime avez-vous commis? Donnez un peu de détails pour que la personne qui est devant vous sente qu'elle a bien un vis-à-vis devant lui qui correspond à ce qu'elle cherche à avoir comme réponse. Et puis après ça, on va demander à la victime de faire la même chose, de réciter les événements. Comment tu as vécu toi, cette agression-là que tu as subie? Et après ça, on va demander aux citoyens d'intervenir. Et finalement, les animateurs essaient de résumer tout ça pour que cette dernière étape-là ait mis la table à un échange de confiance entre ces 2 personnes-là. Les acteurs principaux dans la justice séparatrice, c'est les participants qui sont l'agresseur, la victime. Ce n'est pas des avocats, ce n'est pas des juges. C'est ça la grosse différence, de sorte qu'on peut exprimer énormément plus de choses que d'être à la cour où parfois on est même plus ou moins invité à témoigner. Alors, ça, c'est aussi des témoignages qu'on a là-dessus. Alors, donc, première étape, qu'est-ce qui est arrivé? Il est ici, racontez-vous ça. Essayez de vous comprendre là-dessus. Et c'est là que beaucoup de questions qui sont posées par les victimes, qui n'avaient pas de réponse. Pourquoi tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Pourquoi moi, j'ai pu aussi être atteint par un tel type de crime? Voilà des questions qu'habituellement, les gens n'ont pas grand réponse. Surtout tous ceux et celles qui n'ont pas demandé aux tribunaux de les écouter en plus. Ça, c'est un autre aspect intéressant de notre approche. Faire place à des personnes qui n'ont pas été en justice traditionnelle. Et puis, l'autre étape, c'est quelles ont été les conséquences dans votre vie personnelle, dans votre entourage. Puis ça, encore un et l'autre vont se partager ça. Et là, on va découvrir que, dans le fond, il y a énormément de souffrance des 2 côtés. Alors là, ça va changer beaucoup l'état de pensée des personnes et le dialogue va surprenamment aller en des profondeurs qui est très difficile d'imaginer. Et la 3e étape, c'est quels sont les gestes de réparation que vous avez commencé à mettre en place pour guérir de ces souffrances-là, et aussi entre vous, pour
pourriez-vous essayer de vous aider à en trouver d'autres gestes de réparation? Par exemple, un détenu qui a, mettons, commis un meurtre, évidemment, c'est pas toujours facile pour lui de voir à ce que la famille ou l'entourage accepte un geste de sa part. Alors, plus souvent qu'autrement, il va essayer de s'engager dans d'autres organisations où il peut aider à faire ça. Alors, en fait, un qui me vient à l'esprit, c'est que lui, maintenant, il travaille à Montréal comme un espèce de travailleur de la rue auprès des itinérants pour empêcher, disent-ils, que peut-être même soit emporté par la drogue ou autre chose. Alors pour lui, c'est comme ça m'a bien frappé, ce monsieur-là qui avait fait un meurtre, après tant d'années de pénitencier, à sa sortie, il dit, pour réparer, je vais aller au centre-ville de Montréal, puis je vais m'occuper des itinérants pour essayer de les aider à sortir de leur marasme. Donc, voyez-vous, c'est les trois étapes qu'on demande à ces personnes-là de franchir quand ils viennent dans nos rencontres, tout particulièrement dans ce qu'on appelle des face-à-face. Ensuite, je vais laisser tantôt Hélène vous parler un peu des conséquences, pour l'occasion heureuse, qui sont survenues dans sa vie suite au processus de face-à-face qu'elle a vécu avec nous. Et disons qu'après ça, souvent, les personnes, surtout les personnes victimes, aiment essayer de continuer à faire un effort pour guérir, reprendre du pouvoir dans leur vie. Et là, on offre au Centre de service de justice réparatrice un certain nombre d'ateliers, en particulier des ateliers d'art-thérapie. C'est assez inimaginable, parce que personne peut découvrir ou aider à enlever d'elle un poids lourd en exprimant ça d'une autre manière que par le dialogue, par la création littéraire parfois, par les peintures, par les sculptures. Alors, on offre ce genre d'atelier-là. Puis, il y a d'autres types d'ateliers qu'on peut offrir aussi pour préparer autant les victimes que les agresseurs à venir en justice réparatrice. Parce que là, je conclurai un peu là-dessus. Vous comprendrez que ce n'est pas donné à tout le monde. Un tout petit pourcentage d'agresseurs peuvent profiter de ça. Mais pourquoi pas les faire profiter pour ceux et celles qui admettent leur responsabilité maintenant? Et admettre sa responsabilité, ça, c'est pas toujours donné en partant, mais on voit bien qu'après parfois 10-12 ans de détention, une personne peut changer. Et à ces personnes-là, on donne la chance de partir de la prison avec un état d'esprit de vouloir réparer le mieux qu'il peut dans les circonstances qui s'offrent à lui, plutôt que éventuellement de récidiver ou de rester lui-même un peu torturé par ce qu'il a fait. Voilà, grosso modo, c'est rapidement dit, présenté comme ça.